Alors, je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous aurons un invité sur ce plateau dans la dernière demi-heure, plus précisément sur la rubrique Actu décalé. L'actu décalé de ce jour au rapport thème coup d'État déjoué du 7 décembre 2025. Que dit le FA? Lecture spirituelle et symbolique de ce événement historique. Ce sera avec le chercheur en humanité classique Ardan Prost Djenontin. Mais avant, nous allons retrouver nos débatteurs sur ce plateau. Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole et bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Ravi de vous retrouver ce matin. Plaisir partagé. Ravi de te retrouver également Henri Yambodé. Bonjour Carole, on sent une certaine vivacité, une certaine énergie que vous dégagez. Ce matin? Ce matin. Ah bon? Oui. Alors que je suis un peu enrhumée. Bon, on ne le remarque pas. Allez, bonjour Moïse, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à nos auditeurs de Diaspora FM aussi. Comme quoi, on peut se dépasser pour nos téléspectateurs et auditeurs de la 102.3. C'est parti pour le tout premier sujet à aborder. C'est un titre du quotidien Le Béninois libéré. Déni des autorités togolaises de la présence de Pascal Tigri à Lomé 2. Le grand risque que court Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est le président de la République du Togo. Alors, premier sujet à débattre sur ce plateau. Moïse, comment expliquez-vous, ou si vous voulez, quelles sont les répercussions que la présence de Tigri sur le territoire togolais pourrait avoir au cas où cette information serait vérifiée? Justement, parce qu'il n'y a pas encore une sortie ou un communiqué officiel qui le stipule. Voilà, et c'est par là que je devrais même commencer. Vous faites bien de chuter par cette observation-là à la suite de votre interrogation. Pardon, il y a un gros chat qui est en train de me déranger. Sortez-le, sortez-le. Alors donc, je disais que vous faites bien de chuter comme cela parce qu'effectivement, il n'y a pas encore un communiqué officiel. Je pense que le confrère, le Béninois libéré... Et d'autres, en plus. Et d'autres, bien sûr, ont certainement tablé sur un article publié également par un autre média, un média panafricain, Jeune Afrique, et qui a situé la présence du tête de pont, du chef de file des putschistes en la personne du lieutenant-colonel oui. Pascal Tigri sur le territoire togolais, notamment à Lomé, plus précisément à Lomé 2. Et donc, effectivement, il n'y a pas de communiqué officiel, il n'y a pas encore d'informations véritablement officielles, que ce soit du côté des autorités béninoises et du côté des autorités togolaises. On ne sait pas si c'est avéré, si c'est confirmé. Le média a certainement ses renseignements, ses sources d'informations. On ne dit pas que le média a forcément tort, mais on dit que de façon officielle, on n'a pas encore la confirmation que le fugitif se serait retrouvé de ce côté-là. Et donc, il faut surtout prendre ça un peu avec un peu de recul d'abord, avant de faire toutes les autres analyses qu'on peut librement faire par la suite. Et évidemment, si un tel personnage se retrouve sur un territoire, que ce soit au Bénin, au Togo ou ailleurs, je pense que les autorités ne peuvent pas avoir la tranquillité d'esprit, parce que c'est quand même un putsch, et un putsch, c'est un putsch contre les institutions, contre tout un État. C'est-à-dire que quelqu'un qui est quand même parvenu à mobiliser à la fois peut-être de moyens financiers, de moyens matériels et de ressources humaines pour attenter à la tranquillité d'un État, d'un pays, et qui a dû voir tout le moyen déployé par la riposte, par la partie béninoise pour pouvoir apporter la riposte. Il y a eu d'abord les soldats loyalistes, il y a eu l'apport de la CEDEAO, du Nigeria à travers le protocole de la CEDEAO. Il y a eu également, on en sait davantage, l'apport de la France. Vous voyez, donc c'est profondément délicat, et on apprend également qu'une perquisition a été
organisée au domicile de l'intéressé, où il n'y aurait personne apparemment, mais dont on a retrouvé certainement, avec les informations qu'on a, du matériel de guerre. C'est suffisamment, même pour prononcer, vous voyez que c'est tellement difficile pour nous même de le dire. Et donc, abriter un personnage de cet acabit, de ce rang-là, c'est profondément délicat, difficile pour toute nation, pour tout pays qui se retrouvait dans cette situation-là. Et donc, je ne pense pas que les autorités togolaises soient peut-être suffisamment renseignées, aient les informations, parce que ça ne va pas être la première fois que de part et d'autre des frontières, des fugitifs se réfugient, se cachent à l'intérieur des pays, parfois avec la complicité, la couverture des citoyens, bien sûr, de part et d'autre des frontières, mais à l'insu, souvent et généralement des autorités. Et donc, je pense que c'est une information qui est partie. La partie togolaise va certainement vérifier. Il n'y a pas que la partie togolaise à vérifier. Je pense que tous les pays qui nous entourent ont également intérêt à vérifier et à mettre en branle leurs renseignements pour s'assurer de ce qu'il n'y a pas de tel, parce que ce n'est pas lui seul qui est en fuite en plus. Il y a beaucoup de ses camarades, d'autres mutins qui sont en fuite également comme lui. Donc il va falloir s'assurer pour les autres pays autour de nous. Alors on suppose qu'il soit sur le territoire togolais. Quelle implication au plan diplomatique pour le Togo? Donc je pense que si un tel personnage est situé au Togo, la première implication, c'est que le Togo puisse l'appréhender et dans les conditions fixées par les accords sous-régionaux, il puisse être extradé et remis aux autorités béninoises, et donc qu'il ne puisse pas jouir de quelque forme de couverture que ce soit, parce que l'acte posé ici est suffisamment grave et il ne trouve pas de justification pour pouvoir bénéficier d'une quelconque couverture, d'une quelconque protection outre mesure que de pouvoir le rendre aux autorités béninoises. Et l'abriter et ne pas le rendre aux autorités béninoises, je ne pense pas que le président togolais Faure Gnassingbé puisse prendre un tel risque, parce que quelqu'un qui a pu commettre un tel acte, qui a pu avoir les moyens pour pouvoir faire tout ce que nous savons, tout ce qu'on déplore depuis le dimanche 7 décembre dernier, et être chez vous, je pense que c'est encombrant. Et diplomatiquement également, les deux pays ne sont pas, à ce qu'on sache, officiellement en crise pour qu'il puisse y avoir, voilà, pour qu'ils ne puissent pas collaborer. C'est vrai, il y a eu des cas par le passé, précisément le cas Steve Amoussoun, qui a été récupéré d'une manière pas très orthodoxe et qui n'a pas véritablement plu aux autorités togolaises et qui l'ont exprimé clairement à travers la personne du procureur du tribunal de Lomé. Mais je pense que les deux pays ont quand même réussi à dépasser cette situation, parce qu'il y a eu un autre cas où les autorités togolaises ne se sont carrément pas prononcées. Ils se sont rendus compte que en ce moment, à Cotonou, il y a plusieurs de nos compatriotes qui ne sont pas forcément en phase avec la réglementation, le droit, la loi, et qui cherchent refuge de part et d'autre. Et donc, ils comprennent les enjeux, surtout pour la sécurité, la stabilité, la tranquillité des autorités et des citoyens de part et d'autre. N'oubliez pas le contexte régional marqué par l'insécurité. Et donc, je pense que les autorités ne vont pas avoir le choix que de se débarrasser d'un tel personnage en le rendant tout simplement à la partie béninoise. Henri Yambodé. Oui, Moïse donc a bien fait d'abord de rappeler qu'il n'y a pas une déclaration officielle, bien évidemment, de la part donc, des autorités béninoises. Hier, même à la conférence de presse tenue par le porte-parole du gouvernement, il a été clair sur cette question. Nous n'avons pas encore d'informations, même le Thévoidiret aussi, au détour donc, de cette interview accordée à RFI, a dit on ne sait pas encore. Donc, ensuite, on prend en compte, donc, bien sûr, cet article de Jeune Afrique qui a annoncé que eh bien, Tigri donc, est à Lomé. Mais déjà, il faut dire que si entre-temps, il y a ces informations se confirmaient, c'est que les relations diplomatiques entre le Bénin et le Togo donc, seraient très tendues. Il peut donc avoir également rappel des ambassadeurs. Il peut y avoir des actions qui vont montrer vraiment que
le Togo n'est plus donc en odeur de sainteté avec les relations diplomatiques avec le Bénin. Et donc, connaissant bien évidemment ce qu'on peut faire, ça dépend également de la manière avec laquelle, bien sûr, le Bénin peut demander l'extradition. Si entre-temps, on retrouvait donc Tigray dans ce pays-là. Mais moi, je fais observer que au moment où cette information est sortie, il peut prendre la tangente également. Il peut quitter donc le Togo pour aller se réfugier dans d'autres pays. Il peut aller donc même à l'extérieur. Puisque si entre-temps il a été remarqué à Lomé, il peut chercher autre voie pour sortir de Lomé. Donc on ne peut pas de Togo donc déjà affirmer que c'est Lomé donc qui abrite Tigray. De toute façon, si entre-temps c'est confirmé, c'est que les relations diplomatiques, les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo seront très, très tendues et il y aura donc des actions qui seront menées pour montrer bien sûr, que le Bénin n'est pas d'accord avec le Togo en abritant donc Tigray. Moïse, le Togo peut-il être accusé d'ingérence dans les affaires intérieures du pays au cas où il ne voudrait pas livrer le lieutenant-colonel Pascal Tigray? Oui, je pense que ça va être véritablement, on n'est pas encore dans ce cas de figure, bien sûr, et je pense que ça va être quand même difficile. Donc, c'est des lectures. Bien sûr, justement. Donc, ça va être difficile pour la partie togolaise de ne pas rendre aux autorités béninoises le colonel Pascal Tigray. Et si cela arrivait, effectivement, ça va être rangé dans la colonne des incidences diplomatiques. Et de l'ingérence, est-ce qu'il faut le dire tacitement en termes d'ingérence? Je pense qu'il va être difficile de le dire ainsi et de le soutenir comme cela. Par contre, oui, ça va peut-être être interprété comme une sorte de complicité, parce que ne pas pouvoir procéder ou bien retourner aux autorités béninoises un personnage, on le rappelle tout à l'heure, c'est quand même le chef des putschistes, c'est lui qui a mené tout ce que nous avons pu observer le dimanche dernier, le dimanche 7 décembre dernier, comme attaque contre d'abord les sommités de la hiérarchie militaire, notamment les généraux, et ensuite, par la suite, contre la personne du chef de l'État à travers l'attaque sur sa résidence. Et donc, c'est-à-dire que des personnes sont également décédées, il ne faut pas oublier, on rend hommage aux soldats tombés, et que ce soit en termes de décès ou en termes de blessés. Également l'épouse du général Bada, également, qui est malheureusement décédée dans une telle attaque. Et donc les faits sont suffisamment graves. Attenter à l'ordre démocratique, tenter de nuire à la vie des compatriotes, surtout à la vie des autorités, des institutions, c'est suffisamment grave pour ne pas mériter que l'on puisse prendre cela très au sérieux et que l'on ne joue pas avec. Donc, ingérence, je ne sais pas s'il faut le qualifier d'ingérence, mais je pense que complicité va pouvoir peut-être mieux. Ça, oui, parce que ça va être une sorte de couverture à quelqu'un quand même qui a mis à mal la quiétude de toute une république, de tout un pays. Et donc, si ce n'était pas que les autorités béninoises ont été surtout les autorités des forces de défense et de sécurité ont été très stratèges, très intelligents, très malins pour ne pas engager des combats dans les zones résidentielles pour que cela puisse toucher des populations civiles directement. Vous imaginez ce qu'on aurait déploré. Voilà, donc c'est suffisamment grave ce qui s'est passé. Je ne pense pas que les autorités togolaises ou bien d'autres autorités des pays autour de nous puissent prendre le risque de se mettre dans une telle confrontation avec la partie béninoise si éventuellement l'un des mutins. Il ne faut pas seulement faire une focalisation sur la personne de Tigray, même si c'est lui le cerveau, oui. Mais il y a quand même beaucoup d'autres qui sont sous ses ordres et qui étaient sous ses ordres et qui sont en fuite également. Je pense que les autorités de part et d'autre doivent collaborer dans les règles, bien sûr, des accords entre les différents États, entre les différents pays, pour que nous puissions parvenir à décanter cette situation avec efficacité. Complicité ou ingérence? Ce sera
trop vite. Allez, en besoin, il se sera allé en Parce besoin. que, vous savez, c'est un fugitif, donc c'est quelqu'un qui a commis un acte que tout le monde condamne ici au Bénin. Il peut donc trouver refuge quelque part. Si, entre-temps, les autorités donc, togolaises n'ont pas connaissance de ce que Tigri s'est installé au Togo, on peut les dédouaner. Si, entre-temps, elles ont connaissance de sa présence et ne le livrent pas, là, on peut parler donc de complicité, de couverture et de couverture. Maintenant, quand les enquêtes, on va poursuivre les enquêtes et déterminer le rôle de ce pays-là dans la préparation, également dans tout ce qui a été organisé pour cet événement qu'on a connu le 7 décembre passé, on peut dire que oui, il y a eu ingérence. Mais pour l'instant, on s'en tient donc à cette information-là. Oui, il est en fuite. Mais au niveau des autorités béninoises, ce n'est pas encore confirmé, même si on tente bien sûr d'être un peu prudent avec l'information. Mais Jeune Afrique, certainement, a eu... C'est quand même un quotidien crédible. Crédible également, donc, qui a eu cette information-là, qui... déjà, du côté du Togo, on essaie donc de faire tout possible pour enrayer cette image-là qu'on peut coller au pays. Parce que si, entre-temps, c'est confirmé que Tigri donc, est allé s'installer donc, au Togo, forcément, il y a donc une crise diplomatique. D'accord? Parce que l'événement c'est pas un événement qui est caché. Tout le monde a eu vent de ce qui s'est passé le Alors, ce déni officiel pourrait être vu. Ne pourrait-il pas être vu comme une stratégie pour éviter un bras de fer entre les deux pays? Je n'ai pas compris. Justement, le déni. Non, écoutez, quand on prend un peu ce qui s'est passé là, moi je dis, il peut aller au Niger, comme il peut aller au Burkina. Dans les pays de l'AES, vous voulez dire? Il peut aller au Cameroun. Il peut voyager, il peut prendre l'avion et s'envoler. D'accord? Mais parce que le pays qui se retrouve très proche du Bénin, c'est le Togo. Et il a dit même qu'il a pris par le fleuve Bono il a été aidé donc pour rejoindre le Lomé. Et donc, là, on ne peut pas tout de même, à toi, de ma position, on ne peut pas condamner tout de suite le Togo. D'accord? On ne peut pas le condamner. On attend de voir son implication. La réaction des autorités togolaises. Parce que si l'information est vérifiée et que les autorités béninoises ont envoyé l'information aux autorités togolaises pour dire attention, nous cherchons un des éléments qui était au cœur donc, de cet événement-là, mais il s'est fait qu'il se retrouve sur votre territoire. Les autorités togolaises mettront donc, si les autorités togolaises refusent maintenant de coopérer, on peut aller donc à ce niveau-là. Alors, Moïse, comment la CEDEAO réagirait face à un État membre soupçonné d'abriter un chef de putsch? Vous avez vu la fermeté, la diligence, la rapidité avec laquelle la CEDEAO a réagi sur par rapport déjà au putsch. Et donc, je pense que la CEDEAO ne serait pas... Ça ne va pas être une première d'ailleurs, mais ça ne va pas plaire du tout à la CEDEAO. Et je pense que la CEDEAO va pouvoir exercer tout son droit, tous les moyens de pression possibles pour que ce pays-là puisse respecter ce que nous avons en commun. Il faut d'abord rappeler que ça ne va pas être directement comme cela perçu comme de l'incidence en termes diplomatiques tel qu'on a situé effectivement la présence du colonel Tigri sur le territoire togolais. Il y a toute une procédure, il y a un protocole à respecter. Dès que c'est avéré, dès que c'est prouvé, les autorités béninoises vont enclencher la procédure régulière. C'est ce qu'il faut faire. Et avant d'aller dire que oui, il y a un incident diplomatique, c'est que la procédure, à un moment donné, subit d'entorse et peut-être les autorités togolaises sont responsables de l'entorse là. Refusent voilà, peut-être de livrer, de collaborer, voilà. S'ils évoquent le cas des droits humains. Voilà. S'ils commencent pas à trouver des arguments, des alibis, ça ne va pas du tout plaire. Ça va rentrer dans les... Mais j'ai envie de demander, est-ce que ce flou diplomatique que le Togo va embrasser dans ce cas, parce qu'on ne fait que supposer, on ne fait qu'analyser, ne va pas au vu ou au sein de la sous-région, lui, être...
est-ce que ça ne sera pas une stratégie, au fait, au sein de l'espace de CEDEAO? On va faire un retour en arrière. Vous savez, l'événement de Niger et du Mali au lendemain du putsch, où donc, la CEDEAO avait décidé d'intervenir. Vous avez vu le comportement du Togo. Le Togo est resté muet sur les grandes décisions qui ont été... Justement, quel sera l'impact sur ce pays? Voilà. Au sein de l'espace CEDEAO. Le Togo sera vu autrement par la CEDEAO qui, depuis un certain moment, a pour clé de voûte faire en sorte que les putsch ne soient plus les voies, les moyens optés par les gens pour accéder au pouvoir. Parce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, même si on le dit, la CEDEAO n'a pas accepté le putsch du Niger, n'a pas accepté donc, le putsch du Mali. Et donc, l'intervention rapide de la CEDEAO, c'est une autre stratégie politique pour montrer que nous, on a décidé qu'on ne prenne pas plus cette voie-là pour accéder au pouvoir. D'accord? Et donc, si le Togo n'arrivait pas à coopérer, si entre-temps, c'est vérifié que Tigri est à Lomé, la CEDEAO va contraindre, bien sûr, Lomé à livrer le fugitif Tigri, mais également va sanctionner justement Lomé pour n'avoir pas coopéré, parce que la CEDEAO aujourd'hui, son leitmotiv, c'est comment faire pour qu'on n'accède pas au pouvoir en prenant les armes. Voilà. Alors, Moïse, pensez-vous que d'une manière ou d'une autre, cette situation va altérer la relation entre le Bénin et le Togo? Ça serait vite partir en besogne que de dire immédiatement que cette situation va altérer. Je pense qu'il y a déjà un précédent. Il y a déjà un précédent, notamment, je le rappelais tout à l'heure, le cas Steve Amonson, que d'aucuns appellent également le frère Onvi. On se rappelle de l'épisode là, c'est toujours d'ailleurs devant les juridictions. Et donc, je pense que les autorités de part et d'autre ne vont plus vouloir de cette situation-là, de ce cas de figure, parce que il n'y a pas que le Bénin, c'est vrai que c'est du Bénin qu'on est en train de parler en ce moment, mais il n'y a pas que le Bénin qui puisse se retrouver dans une telle situation. Il y a également la probabilité que le Togo également puisse avoir besoin de Cotonou pour qu'il puisse effectivement gérer de tels cas peut-être à l'avenir. On ne sait jamais, parce que le truc c'est une sorte de fléau, je ne dirais pas pandémie, peut-être c'est trop dire que de dire pandémie, mais c'est quand même un fléau qui est pratiquement en train d'embraser pratiquement toute la sous-région ouest africaine. Et la position du Togo également. Voilà, et donc le Togo, normalement, face à une telle situation où c'est par les armes que des militaires ont voulu accéder au pouvoir, je ne pense pas que ça puisse lui plaire et qu'il puisse vouloir faire la promotion de coup d'État et de putsch. Et donc je pense que le Togo ne va pas permettre qu'il puisse y avoir d'incidents. Et si incident il y avait, on compte effectivement sur la lucidité et la capacité, l'intelligence des autorités de part et d'autre pour que cela ne puisse pas perdurer et perturber également la vie et la coopération entre deux pays, deux nations quand même frères. Nous sommes condamnés à être ensemble. Nous avons des familles de part et d'autres. On n'a pas intérêt à ce que de pareils désagréments puissent venir entacher la bonne ambiance entre les deux peuples. Vous imaginez qu'il y a des week-ends où des compatriotes béninois vont faire le sport au Togo et vice-versa. C'est carrément, c'est vrai. C'est la conséquence de la proximité. Voilà, la proximité. Voilà, donc, la plus grande proximité, d'ailleurs. Rentrer dans de telles méfiances, avoir peur des citoyens de part et d'autre. Vous voyez ce que cela va générer, va engendrer comme difficulté, comme souci par rapport d'abord aux gouvernants eux-mêmes, avant même d'aller au niveau des citoyens lambda. Donc ça ne va pas être une situation facile à gérer. Et donc je pense personnellement qu'on n'ira pas jusqu'à cette extrémité-là. Tant la situation générée par le fugitif est suffisamment grave, c'est quand même l'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité
physique même des institutions, à commencer par la personne du chef de l'État. Donc je pense que c'est suffisamment grave pour qu'on n'ait même pas à imaginer. C'est vrai, nous on est en train de faire des analyses, on fait le débat ici ce matin, c'est normal, nous sommes dans notre rôle. Mais je pense que personnellement, je n'ai pas envie d'envisager qu'on ait à avoir de complications pour décanter une telle situation au regard de la qualification des faits. C'est suffisamment grave. On n'ira pas jusqu'à ces extrémités, à telles complications, à mon avis. Suivant l'évolution de cette actualité, nous allons poursuivre le décryptage ou l'analyse au fur et à mesure sur ce plateau. Alors nous allons aborder le second sujet de cette rubrique. Nous allons à présent nous intéresser à la CAN 2025. Zoom sur le groupe D, les guépards face à des ogres du continent. Il s'agit bien et bien du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Henri Nyambonnet, quelles sont, ma toute première question, les opportunités et les défis d'appartenir à un tel groupe? Quand j'ai lu l'article, c'est peut-être dans un panier à crabes. C'est vrai que je ne suis pas très sport, mais... Moi, je ne suis pas très sport. Actualité oblige. Mais écoutez, un grand défi, c'est de bien participer, de ne pas s'humilier devant ces grosses nations de football. Quand je prends le Sénégal, on sait, plusieurs fois finaliste et les autres pays également. Le Bénin donc a eu la chance donc d'être présent à cette CAN. Mais déjà, l'autre défi également, c'est de comment faire pour participer et bien participer, pour ne pas engranger, pour ne pas encaisser trop de buts. D'accord? Parce que... sorti dignement de la compétition, vous voulez dire? Oui, parce que là, si en face donc de ces grandes nations, grosses nations de football, et que vous baissez la garde et vous vous faites humilier, c'est toute une nation qui est humiliée. Et je vous dis, vous savez que notre dernière participation à la CAN, on a été applaudi par les grosses nations parce qu'on a connu de performances. Et à ce niveau-là, on a travaillé dur. Et Jeannot Roy a dit, je veux rajeunir l'équipe. Aujourd'hui, je crois que ce n'était pas aujourd'hui, demain, il a fait sortir donc la liste de ces ambassadeurs-là qui iront donc compétir. Je pense qu'on doit faire un travail d'abord psychologique sur ces joueurs-là, pour le dire, vous avez donc toute une nation derrière vous, vous avez le devoir donc de faire la bataille comme cela se doit, mais également de ne pas vous faire humilier, parce que ça peut également permettre à d'autres joueurs de s'offrir des opportunités de contrats et bien de choses. Mais l'autre chose également, c'est que c'est la gestion qui doit être faite de cette équipe-là. Lors de cette CAN. Il ne faut pas donc lésiner sur les moyens. Et je sais, pour ce que j'ai appris là, que le ministère du Sport mise gros pour que les guépards ne reviennent pas. Mais c'est désormais une habitude. Habitude, ben oui. Les moyens sont mis quand même à disposition. À disposition. Hein. Et donc, tous les regards sont fixés donc sur parce que vous savez, on a raté, on a fait donc de justesse la Coupe du Monde. Mais pour la CAN, il faut qu'on nous voit comme quelqu'un, une équipe menaçante désormais dans la sous-région. Voilà. Alors, Moïse, je poserai autrement la question. Est-ce que le groupe D est le groupe le plus compliqué? Quand on regarde la structure de la compétition. Non, je ne pense pas que le groupe D soit véritablement le groupe le plus compliqué. Et il y a quand bien même sûr, en ce qui concerne le Sénégal. Bénin, bien sûr, oui, je comprends que vous voulez parler du Bénin. Est-ce que c'est le groupe le plus compliqué pour le Bénin? Vous voulez certainement dire oui. Je pense que ce n'est pas le groupe le plus compliqué pour le Bénin. Au contraire, j'ai lu quelques articles, j'ai parcouru quelques articles et les analystes pensent même que le groupe est jouable. Et pour le Bénin, il ne faut pas oublier que ce sont les deux premiers qui sortent de poule. Et avec les troisièmes meilleurs, je pense, les meilleurs troisièmes de poule également peuvent également avoir la possibilité de sortir de poule. Et dans ce groupe-là,
le Bénin a déjà affronté la RDC. Je pense que les dernières confrontations remontent à 2021 lors de la qualification pour la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Et le Bénin a déjà tenu en échec la RDC le 6 septembre 2021 par le score de 1 but partout. Et après, c'est bien sûr, en novembre de la même année, le Bénin s'est incliné par un score de 2-0 face à la RDC. Le Bénin ouvre la compétition d'ailleurs le 23 décembre prochain par une première rencontre en face justement de la RDC. Et certains analystes pensent que c'est bien pour le pays parce que la RDC de maintenant est une équipe très difficile à jouer. C'est quand même la RDC qui a éliminé, qui a sorti le Nigeria par exemple dans un match très tendu et décisif tout récemment pour la qualification pour le compte de la Coupe du Monde de l'année prochaine en 2026. Et vous voyez, donc c'est une équipe très forte en ce moment. Et donc démarrer la compétition par l'une des équipes les plus redoutables physiquement et en termes de qualité de jeu, etc. C'est une bonne chose, même si le pays arrivait à tenir en échec, parce que on suppose que les joueurs vont être dans une certaine fraîcheur, dans une certaine disposition capable d'apporter la riposte, de tenir. Et même s'ils perdaient, ils ont encore la chance de peut-être tenter de récupérer, d'engranger quelques points. Le Bénin peut sortir du groupe avec 4 points, peut-être être dans le groupe des troisièmes meilleurs dans le groupe. En battant le Botswana, il n'y a pas eu une confrontation récente entre les deux nations là, mais l'inconnu véritable du groupe, c'est le Botswana que le Bénin peut facilement, en principe, que le Bénin peut logiquement, je ne veux pas dire facilement, battre et espérer récupérer un point quelque part entre le Sénégal. Vous voyez, le Bénin a déjà joué le Sénégal. C'est vrai que les 2 derniers matchs du Bénin n'ont pas plaidé en faveur de l'équipe. Rohr a fait un très grand boulot en termes dans sur les derniers matchs de l'équipe pour se qualifier pour la CAN et également pour tenter d'obtenir une qualification. Vous voyez, c'est jusqu'aux dernières rencontres que le Bénin a joué sa chance pour la qualification pour la Coupe du Monde. Donc l'équipe est quand même capable d'apporter de riposte, même si c'est le Sénégal en face. Je pense que les dernières confrontations avec le Sénégal, c'était un match amical le 26 mars 2024 et le Bénin a perdu sur le score de 1-0 en faveur du Sénégal. Et le match qui a précédé, c'était en 2023, en juin 2023, où le Bénin a tenu le Sénégal en échec quand même sur le score de 1 but partout. Vous voyez, les dernières confrontations n'ont pas été si quand même difficile. Oui, le Bénin a quand même montré de la qualité. Et donc, oui, c'est possible. Oui, c'est notre. Je suis d'accord. Son enthousiasme, vous voulez pas dire. C'est vrai que l'équipe donc est préparée aujourd'hui. Tout sa foi qu'il met. Non, je suis optimiste et il ne faut pas oublier que toutes les nations aujourd'hui jouent au foot. Toutes les nations aujourd'hui jouent au foot. Il n'y a plus de petites équipes, comme on le disait par le passé, et d'office, en table A, c'est les petites équipes, cette équipe va gagner d'emblée. Vous avez vu comment la RDC a pu mettre en œuvre. Il y a 2 ballons d'or dans l'équipe du Nigeria, par exemple, que la RDC vient de sortir de la qualification pour la Coupe du Monde. Donc il faut vous dire que toutes les équipes sont capables de surprendre aujourd'hui. Et le Bénin a démontré sur les dernières rencontres, notamment dans les campagnes de qualification, là, à la fois pour la CAN et pour la Coupe du Monde, que le pays est capable de faire quelque chose. Regardez les rencontres face. Le Bénin a déjà battu le Nigeria, par exemple. Ouais. On ne peut pas oublier ces faits d'âme là, ces événements-là qui sont encore dans... Henri, attendez. Oui. Moïse parlait tantôt de la qualité de jeu. Oui. Alors, dites-moi, vous, qu'est-ce qui doit caractériser le jeu des Guépards pour qu'il assure à la population béninoise une victoire? J'ai dit tantôt que l'équipe aujourd'hui est partagée entre expérience et ambition. C'est vrai que tout le monde est d'accord que le Bénin n'a pas un palmarès fort pour les CAN. Mais quand Moïse donc parle des équipes, il ne faut pas oublier. C'est vrai que l'entrée en jeu de Guépards, le 23 décembre, comme vous le disiez tantôt, avec la RDC, donc c'est une équipe aujourd'hui qui est physiquement au point et qui est une équipe équilibrée. Et tout le monde sait que c'est une équipe qui prend de l'ascension aujourd'hui. Donc, encore qu'il a annoncé des absents donc, au niveau donc, de notre équipe nationale. Donc, cette difficulté-là, pour nous, il faut reconnaître qu'il y aura
un travail sérieusement à faire par Généraux. Maintenant, quand vous parlez de Botswana, si Botswana donc, se retrouve donc, dans ce groupe-là, c'est parce que tout simplement, il a eu à faire un travail formidable également. Donc, vous avez bien fait de rappeler qu'il n'y a pas de petite équipe de football aujourd'hui en Afrique. Le Bénin, il faut le dire, nous avons tout le temps travaillé donc, là, il faut remercier le président Patrice Talon qui a commencé par faire travail avec les classes sportives. Ailleurs, d'autres pays, aujourd'hui, il y a les VA qui sont encore dans notre équipe. C'est pour ça que Général a dit il faut que je rajeunisse donc l'équipe. D'accord? Mais la pépite donc, qui est en train de se voir là, on va l'utiliser peut-être dans 10 ans, 20 ans, et on aura une grande équipe de foot. Mais aujourd'hui, tout le monde croise les doigts avec ce qu'on a vu lors de des journées de qualification pour la Coupe du Monde. Tout le monde croise les doigts avec les derniers matchs qu'on a observés avec notre équipe. On a constaté que il n'y a pas eu de résultats. Et donc, la peur au ventre, oui, on sait, on a cette fibre patriotique, d'accord, mais il faut reconnaître que, quelque part, nous ne sommes pas donc au plus haut niveau, donc on n'est pas donc dans notre plus belle forme avec notre équipe nationale aujourd'hui. Et avec la RDC, justement, c'est parce que je suis conscient de je parle de ma question qui venait. Aujourd'hui, le gouvernement met à disposition les moyens financiers. Qu'en est-il des ressources techniques et tactiques? Je pense qu'il y a eu suffisamment de ressources et surtout il y a eu suffisamment d'organisation par rapport autour de l'équipe. Vous voyez, par le passé, et avant même d'aller parler de l'équipe. C'est quand même des équipes mondiales. Bien sûr, donc je disais, par le passé, avant même d'aller parler du jeu, vous voyez, là maintenant, on est au moins, même si c'est disputé, même si on ne s'entend pas, tout au moins on fait le débat autour du jeu, autour de la capacité d'apporter le jeu. Mais en dehors, en termes de primes, en termes de frais, etc., c'est des choses qui sont réglées aujourd'hui. Je mets ça dans les moyens financiers que le gouvernement apporte. Il y a de la sérénité autour de l'équipe. C'est pas comme avant, on dit, ce n'est pas comme avant. Alors, la technique. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces petits problèmes-là. Aujourd'hui, on a la possibilité de parler du jeu et rien que du jeu. Et je pense que c'est vraiment, le débat peut se faire, on peut ne pas s'entendre. Oui, parce que j'estime qu'aujourd'hui, nous avons un problème technique et tactique par rapport aux joueurs. Oui, on n'est pas seulement, il n'y a pas que le bénéfice. Moi, je veux être surtout dans l'optimisme. On peut créer de très bons joueurs. Vous pensez que dans ce on a des joueurs aujourd'hui sur lesquels on peut compter. Il s'agit que même si on est en train de parler du football en Europe aujourd'hui, il y a des joueurs sur lesquels on peut compter. Les Cédric Moutonji, les Steve Mounier aujourd'hui, c'est des joueurs. Cette bagatelle de joueurs qu'on a. On a des joueurs aujourd'hui qui jouent. Oui, je ne refuse pas. Mais il faut reconnaître que nous avons en face, monsieur, de grosses nations de football. Oui, qui peut. On a de grosses nations de football, mais le Bénin est en train de démontrer, et surtout sur ces dernières années, que nous avons la possibilité d'aller rivaliser avec qui que ce soit. Non, mais on ne peut pas quand même s'avouer vaincu avant même d'entamer la compétition. Nous avons des pas du tout. C'est pas le cas. Je suis pas. Ce que je dis là, c'est que il faut reconnaître que le ballon va rouler pour tout le monde. Il faut commencer par là. Le ballon va d'abord rouler pour tout le monde, et après on va tirer les conséquences. Je pense qu'il y a un travail. Si nous sommes unanimes, si nous avons reconnu qu'il y a un travail qui a été fait en termes de mobilisation de ressources, en termes de sérénité autour de l'équipe, il faut espérer que tout cela puisse se transformer en résultat dans les tournois. Et n'oubliez pas, la dernière fois que nous avions été à la CAN, on a quand même fait de merveilles. Vous voyez, personne ne nous attendait, par exemple, sortir le Maroc, gagner le Maroc, par exemple, au moment où nous avons pu le faire. Et donc aujourd'hui, nous avons quand même progressé. Nous avons de très bons joueurs aujourd'hui. Nous avons progressé dans le jeu, en termes de qualité. Par rapport à l'effectif, il y a des choses, il y a des débats à faire sur la qualité individuelle, mais en termes de jeu, en termes d'effectif, on a des joueurs qui ont grandi, qui ont pris en maturité. On a des joueurs des jeunes joueurs qui sont en train d'arriver et qui sont très bien placés dans de très bons championnats en Europe. Et donc, qu'on peut opposer à ces ogres-là, le Sénégal, on connaît, tout le monde sait ce que représente le Sénégal. On a la possibilité d'avoir une équipe A, par exemple, qui joue en Première Ligue et qui joue. Il revient sur ce qu'on est en train de dire. Qui joue en Ligue 1, qui joue en Bundesliga. Il revient sur notre train. Voilà, oui. Le Sénégal, il n'y a pas de débat. Moi, je ne suis pas en train de plaider, je ne suis pas en train de faire le débat en réalité pour le Sénégal. C'est la raison pour laquelle je fais un focus sur les forces
du Bénin, la capacité que le Bénin a peut-être d'aller rivaliser, d'aller chercher un match nul. Justement, le Bénin pas que les forces, mais également les faiblesses pour les aider quand même. Oui, c'est parce que vous ne voulez pas être d'accord avec moi. Sinon, j'ai même placé le Bénin après la RDC et le Sénégal. J'ai dit le Bénin peut sortir troisième meilleur de poule pour pouvoir prétendre se qualifier on va souhaiter pour les chances à notre huitièmes. équipe. Henri, je poserai quand même la question autrement. Quel secteur du jeu béninois doit-on aujourd'hui renforcer? La défense. Pour espérer. Parce que moi, je ne suis pas quand même... très foot, mais bon, vous suivez quand même la qualité. Une amoureuse du cul. Moi, je suis voleur, donc je ne suis pas trop foot. Mais la défense, quand je suis très souvent nos rencontres, le match, je pense qu'il y a un problème sérieux au niveau de notre milieu défensif, également au niveau de la défense. Parce que quand Pourquoi vous le dites? Oui. Vous voyez, l'autre fois... Quels sont les défenseurs que nous avons déjà? Oui, on a, je crois, on a Steve Mounier. Ah bon? Non, là... Allez-y. Oui, ce que je peux dire là, c'est qu'il faut déjà travailler à ce qu'on ait une bonne défense, d'accord, un bon milieu. Et dès que nous avons ces compartiments qui sont solides, on peut faire, comme il l'a dit, un match nul face au Sénégal. Mais dès que nous avons une équipe qui est très offensive, d'accord, on va avoir le problème. Parce que le Sénégal ne va pas laisser se faire. Parce que vous savez que c'est une grosse nation. Et là, le match que vous avez cité là, on sait que le Sénégal avait déjà gagné toutes ces rencontres. Et donc, au Bénin, il n'y avait plus rien à faire. Mais quand même, on a fait le match, messieurs, pour arriver à engranger donc, le point. Donc, il faut travailler également sur ces deux compartiments-là. Ne pas chercher à être trop offensif. D'accord, mais être défensif, monsieur, ça nous permet, monsieur, d'engranger des points, faire peut-être un match nul avec le Sénégal. Mais il faut reconnaître que nous avons en face de nous une grande nation. Oui, si le Botswana donc, est une équipe prenable, ce ne sera pas aussi le cas pour la RDC, qu'on connaît, qui est physiquement, qui émerge aujourd'hui avec, bien sûr, des atouts que tout le monde connaît. Donc, le Bénin a, oui, c'est vrai, on a une équipe donc, qui est structurée aujourd'hui avec Génor, qui a une ambition forte, bien sûr, à la tête de cette équipe-là, qui a la main libre également pour désigner, pour choisir ses joueurs. Mais il y a des compartiments sur lesquels on doit travailler. Mais il faut aussi dire que les orgues dont on parle, ils ont également des faiblesses. Justement, et c'est justement parce que je sais qu'ils ont de faiblesses. Par exemple, que personnellement, je mettais en avant les qualités du Bénin. Ouais, on n'a pas encore une liste. Le Bénin n'a pas encore officialisé sa liste. Et il y a effectivement des absents. Mais dans notre défense, on a des expérimentés. Si il était retenu, on a par exemple Olivier Verdon, oui. On a Adi Leou. Je pense qu'il y a eu récemment un élément qui a également été... qui a montré également des qualités, notamment la personne de Sanka Mao, je pense, et on a Tidjani également, Mohamed. C'est des éléments qui sont très bien et que effectivement ils ne sont pas en termes de qualité individuelle, il y a à redire par rapport aux effectifs de l'autre côté. Il y a Yohan aussi, voilà. Il y a David Kiki aussi. Voilà, mais c'est quand même de très bons éléments qui ont de l'expérience, qui ont pris de l'expérience, qui sont là depuis un certain nombre de temps, sur lesquels on peut, si effectivement ils étaient dans de bonnes grâces par rapport au tournoi, si ils arrivent à avoir la sérénité, la concentration qu'il faut, si le coach trouve les mots et les stratégies, on peut sortir quelque chose, on peut sortir le meilleur de ces éléments-là, et on peut peut-être espérer, comme je suis en train d'être optimiste, je resterai optimiste jusqu'au bout, on peut peut-être également optimiste, voilà. Moïse, sur ce plateau. On ne veut pas fuir la réalité, c'est tout simplement ça. Justement, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, je ne suis pas contre, votre façon de... On voit la réalité en face. Nous allons faire un tour rapidement sur le dernier sujet législatif et communal de 2026. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication retient 130 médias pour la campagne médiatique du 11 janvier. Mais d'abord, votre appréciation. Félicitations d'abord au groupe on est de presse, déjà, on est dedans. Nous faisons quand même aujourd'hui un travail remarquable. Oui, vous savez que depuis, je crois, ça fait 3 décennies que cette affaire a commencé là. Monsieur essaie donc de coordonner les débats, les messages pour que
toutes les populations, je veux dire, tous les citoyens aient la bonne information. Et hier, on a posé la question au porte-parole du gouvernement si l'événement du 7 décembre n'allait pas impacter, influer sur le calendrier électoral. Il a dit non. C'est donc une preuve également que le calendrier électoral... Mais c'était possible. Est-ce que la Sénat peut décider de proroger ou de prolonger si l'événement les élections advenait, oui, c'est vrai. Ça allait donc jouer. Si, par exemple, il y avait coup d'État, toutes les institutions seront paralysées. Donc, la conséquence directe, c'est qu'il n'y ait plus les puisque élections. Ça a été déjoué, donc le cours normal des choses va continuer. Et donc, à ce niveau-là, la RAC joue pleinement son rôle, qui est d'accorder l'antenne à toute information politique, à toute information, et pour que, dans toute langue également, pour que chaque citoyen dans son coin ait l'information. Le projet de société. Voilà. Et c'est à ce titre-là que les 130 organes ont été retenus. Je pense que c'est dans la droite ligne, monsieur, de l'organisation parfaite des élections qui viennent. Voilà. Alors, comme quoi, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, notre institution de tutelle, est en train de jouer sa partition pour la bonne organisation ou le bon déroulement de ce scrutin. Tout à fait, c'est une tradition qui est évidemment respectée, que l'institution puisse officiellement désigner les organes de presse, surtout les organes qui sont les acteurs qui sont en règle vis-à-vis de la loi et qui ont montré du professionnalisme. Et c'est pour ça qu'il faut féliciter les rédactions, les organes de presse comme Eden TV et Diaspora FM pour la qualité du travail qui est abattu au quotidien. Et donc, le gros du travail, la RAC a démontré également sur ces dernières années, ces derniers mois, surtout depuis que le président Édouard Loko est là, que l'institution a l'intention de véritablement réformer, redorer l'image de la presse béninoise. Et donc, surtout, je n'ai pas peur pour le sérieux du travail qui va être fait, surtout au niveau des acteurs des médias. Donc les médias, je pense que c'est 134 pour être beaucoup plus précis, si je ne me trompe pas par rapport à ce que j'ai pu voir dans le décret que j'ai lu. Moi, j'ai lu 130 ce matin à la une des journaux. Oui, bon, peut-être les gens certainement, voilà, 130 environ, sinon ça peut être plus précis. Et donc je pense que c'est un vrai travail de terrain qui a été fait pour faire le tri et pouvoir sélectionner. Il y a un critère. Voilà, il y a des critères sur lesquels l'institution s'est basée pour désigner et j'estime que voilà des actes ou bien des actions qui amènent les autres à également se donner à un travail de qualité. Oui, je voulais même dépasser. Au sein des médias. Je voulais dépasser, je voulais dire que la RAC aussi est consciente. Je pense que dans son mot introductif, au moment de rendre officielle la liste, je pense que le président Édouard Loko faisait observer que les journalistes ont décidé d'être professionnels, d'être sérieux désormais, et que l'institution également rehausse ses standards. Et donc, on n'a plus à avoir véritablement peur pour la qualité du travail qui va être effectué par les médias sélectionnés et les médias en général au Bénin. C'est surtout le reste du travail maintenant, c'est par rapport surtout à ceux qui animent les réseaux sociaux. Et c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Ce n'est pas le débat, mais je fais le glissement pour faire observer qu'ils sont en concurrence terrible avec les médias officiels aujourd'hui. Vous voyez, il y a même les acteurs politiques. Je ne veux pas citer nommément, mais j'ai déjà surpris par exemple le porte-parole du gouvernement sur des événements live sur TikTok. Par exemple, ce n'est pas mauvais parce que c'est la réalité. Donc, ils sont en concurrence rude. Et je pense que l'État et les institutions qui sont en capacité d'avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe là-bas également doivent pouvoir le faire. Parce que nous, en tant qu'acteurs des médias et dans les rédactions, le travail sera fait avec professionnalisme. C'est les critères qui nous avons le code de déontologie. Voilà, nous, on a toujours fait attention pour qu'on puisse véritablement rester dans le strict cadre de ce qui est du domaine du professionnel, de ce que nous devons faire. Maintenant, les acteurs sur lesquels il n'y a pas de contrôle, c'est vrai, il y a un code du numérique, mais
Il y a une concurrence illégale quand même qui s'observe. Il y a une certaine concurrence quand même qui s'observe. Et ça joue énormément. Oui, aujourd'hui. Donc, du coup, les potentiels clients vont vers... Avant même d'aller voir l'aspect commercial, l'aspect finance, il faut voir déjà le travail qui va être fait par les acteurs des médias, les informations, la qualité des informations, la qualité du traitement des informations, l'équilibre que la HAC a envie d'apporter en donnant, effectivement, en faisant ce tri-là et en officialisant cette liste, le travail peut être légèrement biaisé et remis en cause par ce qui se fait, par la concurrence sur laquelle il n'y a même pas encore assez de possibilités de contrôler, de maîtrise, comme on contrôle les médias. Vous voyez, les live TikTok, on ne sait pas ce que... En fait, quand nous, on va finir de faire un traitement, quand la Eden TV, par exemple, et Diaspora FM, ils vont finir de faire un traitement de qualité ici, le traitement que les autres vont proposer, les autres qui font TikTok, qui font Facebook, qui font YouTube, etc., le traitement qu'ils vont proposer, il faut que la HAC également et les autres institutions qualifiées puissent avoir un droit de regard. C'est ce que je voulais dire, c'est là que je voulais venir. Puissent avoir un droit de regard sur ce qui se passe là-bas également. Et effectivement, et les autres, je ne pense pas que les gens qui font live TikTok, là, ils payent les impôts. Je ne sais pas. Je pense que voilà, c'est un autre impact parce qu'ils viennent faire la rivalité, la concurrence, c'est déloyal. Et donc, il faut également que... On va souvent revenir sur cet aspect-là de la chose parce que la concurrence n'est pas saine. Voilà, pour que les institutions puissent prendre la mesure de la situation. Ce qu'il dit là est très important. Mais je sais qu'au niveau de la HAC, il y a un regard sur tous les médias sociaux qui informent la masse. Dès que vous informez la masse, vous êtes donc astreint à il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entamées. Il y a un regard également sur ce coup-là. Maintenant, allez donc, je veux avec vous aller donc au-delà de cette observation-là, de ce regard-là et sanctionner. Mais là, c'est des médias en ligne reconnus aujourd'hui par la HAC. Oui. Mais ce dont il parle, ça dépasse les médias en ligne. Il y a juste des TikTokers, des influenceurs qui s'arrangent ce titre de journaliste. Il y a certains acteurs qu'on a connus par exemple sur le terrain des buzz. Oui, tout à fait. Sur le terrain des buzz, qui ont passé tout le temps à faire de la pub en ligne, par exemple, et qui aujourd'hui font le débat politique. Ils drainent du monde. C'est-à-dire que, vous voyez, des individualités, ce ne sont pas des entreprises. Mais ma question, comment les médias aujourd'hui peuvent s'adapter à cette réalité? Parce que qu'on le veuille ou pas, ça ne va pas disparaître. Non, il faut forcément que ces médias-là aient un prolongement sur les plateformes également. Justement. Ce qui est fait pour la majorité des médias déjà. Encore que là, pour donc avoir l'autorisation, il faut donc s'adresser à la HAC pour avoir l'autorisation, pour avoir ce prolongement vers les plateformes numériques. Parce que forcément, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Il y a des gens, quand je prends l'événement du 7 décembre passé, qui sont ceux-là qui ont suivi, qui ont suivi l'écran, donc l'ORTB, la SCTB. Non, c'est au-dessus des réseaux sociaux que les gens ont. Donc, il faut avoir ce prolongement-là. Dès que vous avez ce prolongement-là, vous épatez également un grand nombre. Et très souvent, aujourd'hui, les potentiels candidats et d'autres, donc, souhaitent également que leur communication, voilà. Et c'est conscient de cela que j'attire l'attention justement d'ailleurs parce que beaucoup de personnes, les Android, c'est facile d'avoir un téléphone Android avec une connexion Internet aujourd'hui. Et donc avec de l'aisance, les gens, ça draine du monde là-bas. Il faut que les institutions puissent également avoir un droit de regard sur ce qui se passe là-bas. Merci Henri Yambodé, merci beaucoup. Vous allez Moïse. On va parler FA tout à l'heure.